Bonjour, je vais vous parler en ce mardi, je crois 12 janvier 2016, je vais vous parler du rapport entre l'écrit et l'oral, qui est un rapport extrêmement complexe en réalité. En fait, l'écrit n'est que, je dirais, la sécrétion de l'oralité, n'est que le miroir de l'oralité, un miroir souvent d'ailleurs déformant, n'est que la photographie, le paysage, le portrait de l'oralité. Et en ce sens-là, malheureusement, c'est ce qui subsiste en général. Ce qui subsiste du passé, c'est justement ce qui passe par l'écriture, ce qui passe par l'architecture, ce qui passe par la plastique, et en fin de compte, ce qui est véritablement la vie, ce qui est véritablement l'oralité, qui parle, quel est le sujet parlant, on ne le voit pas. Quand on lit par exemple un texte où on dit « nous faisons ceci » ou « je veux ceci », qui est ce « nous » ? Au nom de qui parle-t-il ce « nous » ? Qui est ce « je » ? Alors que dans le langage, quand je dis « je », quand je suis dans l'oralité, je dis « je », on voit bien que c'est moi qui parle. Par contre, quand on lit un texte où il est marqué « je », on ne sait pas qui parle. On peut toujours dire c'est tel et tel personnage du roman, mais enfin, on ne le voit pas réellement. Le langage est fait pour être dans l'oralité. Donc dès qu'il passe par l'écrit, il y a des problèmes. Il y a notamment ce qu'on appelle les problèmes de code de lecture. On ne sait pas comment un texte doit être lu, comment il était lu à l'époque, comment il était lu à l'origine, comment il était prononcé, quelles étaient les sonorités de la langue, comme la langue française, quelles étaient ses sonorités. Est-ce qu'il y a des sonorités nouvelles qui sont apparues tardivement? Est-ce qu'il y a des sonorités anciennes qui ont disparu? J'ai déjà parlé de cette question, par exemple notamment du U de Dieu. Est-ce qu'on prononçait Dieu ou on disait plutôt Dieu? Est-ce que le ou s'entendait plus que maintenant? C'est très important, c'est pas la même musique. Et c'est possible d'ailleurs que le français ait perdu une partie de sa musicalité, et que c'est possible aussi que c'est à cause de cela qu'il n'est pas considéré comme une langue spécialement heureuse au niveau du chant, au niveau de l'opéra, etc. On a vu, on pourrait redonner des couleurs à la langue française en restituant, en renouvelant les codes de lecture, et c'est pareil pour beaucoup d'autres choses. Donc, avec l'écrit, avec tout ce qui est plastique, nous avons ce qu'on pourrait appeler ce qui est de l'ordre du décor. On a parlé tout à l'heure du miroir ou du décor, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, quand on est devant un temple, c'est ce qui se fait dans ce temple, et non pas le temple lui-même. Ce sont les hommes, ce sont les mots, ce sont les musiques qui sont jouées, et nous, on ne nous conserve que l'écorce, que la gangue, que le contenant. Et le contenu, c'est l'oral. Hein. Le contenant, c'est l'écrit, le contenant, ou la trace, ou ce que j'ai dit tout à l'heure, la représentation. Représenter, ça veut dire justement parler de quelque chose qui n'est pas là, qui n'est plus là. Le testament, c'est représenter quelque chose qui n'est plus là, qu'on laisse derrière soi. Et donc, dans cette dialectique dont j'ai parlé avec certaines personnes récemment, de la peinture et de la musique, il est clair que la musique a normalement à être première. Et la peinture est quelque chose qui est secondaire, qui n'est que le reflet de la vie. La peinture, c'est une sorte de momification de la vie. Et cette vie, elle est évidemment plus dans l'oralité, avant tout. Donc, il ne faut pas se confondre les choses, il ne faut pas faire de nécessité vertu et croire que parce que on nous a conservé que l'emballage, que c'est l'emballage qui est important. L'emballage, c'est un pis-aller. En réalité, ce qu'il faut, c'est reconstituer l'esprit, et non pas la lettre seulement, le fond, et non pas uniquement la forme, et c'est là toute la difficulté. J'en ai parlé récemment, en disant que parfois, par exemple, nous avons des documents qui nous sont parvenus, mais non seulement il ne s'agit plus là de savoir les lire comme il faut, mais même, on ne sait même plus comment s'en servir, ces documents, quel est leur mode d'emploi.
il faut bien comprendre que, encore une fois, que ce qui nous reste, c'est vraiment, ce sont des déchets, ce sont des excréments, ce sont des sécrétions qui, en aucune façon, ne nous disent ce qu'il en est au départ. C'est comme si on voulait reconstituer un repas à partir des excréments. Ça a été, c'est complètement, c'est défiguré, c'est complètement métamorphosé, c'est le cas de le dire. C'est transformé par l'appareil digestif, etc. Et tout est comme ça. Donc, même la musique de Beethoven, bon, ce qui nous en reste, ou de Mozart, ce qui nous en reste, c'est pas la chose la plus intéressante, c'est pas ce qu'il y a de plus énergétique. L'énergétique, l'énergie, elle était lors de l'improvisation, lors des premiers concerts, lors de la découverte de l'œuvre par le public. Euh, Découvrir Beethoven en 2016, c'est grotesque, ça n'a pas de sens. Ça n'est plus un événement. Il n'y a plus besoin de la même écoute. L'humanité n'a pas les mêmes mérites à découvrir Beethoven en 2016 qu'en 1816, il y a 200 ans. Donc tout ça, c'est beaucoup, c'est falot, ce ne sont que des ombres, j'allais dire presque des zombies. Et en fin de compte, il faut revaloriser l'improvisation, il faut revaloriser ce qui émane immédiatement, l'énergie qui se dégage immédiatement de l'échange dans les deux sens. C'est-à-dire que le cerveau qui va hyper travailler dans l'expression orale et celui qui écoute et qui là encore également va être hyper concentré sur ce qui est dit. Si à partir du moment où il connaît déjà le texte, ou le texte il l'a sous les yeux, comme dans les groupes religieux où les gens disent des textes et puis tout le monde suit le texte sur son livre, c'est complètement délirant, c'est qu'à dire délirant. Et donc, non, il faut essayer de revenir à une qualité de vie supérieure à celle que nous avons aujourd'hui. Il faut que ceux qui ont véritablement une énergie particulière et qui déclenchent et qui appellent l'énergie et qui mobilisent l'énergie de leur auditoire soient quand même considérés comme des ressources majeures. La notion de ressources majeures, elle existe partout. Hein. Est-ce que nous ne faisons pas un tri dans le sous-sol entre ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas? Est-ce que les puits de pétrole n'ont pas plus de valeur que, je ne sais pas moi, un terrain vague où il n'y a rien? Donc, ce que nous exigeons de la part de la nature, qui leur pose des problèmes écologiques graves, nous devons l'exiger aussi de la part de l'humanité. Et nous devons puiser aux sources vives de l'humanité. Et ces sources vives, elles sont dans la parole vivante. Elles sont dans la musique vivante. Cette musique qui n'a pas besoin de passer par le langage, qui est universel, qui précède toute forme de langage, le langage étant déjà une forme de cristallisation, n'est-ce pas, de momification de la pensée, de la musique. Parce que finalement, au bout du compte, qu'est-ce que nous dit le langage? Est-ce qu'il nous dit des choses si importantes que cela, que nous ne pourrions pas exprimer par le son, tout simplement, par les gestes, par les actes, par le corps, et pas un corps figé, mais le langage du corps. Oui, le langage du corps est très important. Et là encore, ce langage du corps, il ne peut exister que dans le présent, que dans la... Voilà. Langage du corps, voilà. D'ailleurs, la danse, c'est l'expression même de quelque chose d'extrêmement vivant, qui est à la fois de l'ordre du visuel corporel, mais aussi qui s'accompagne du son, de la musique, etc. Donc moi, j'opposerais d'un côté la danse et la musique, et de l'autre côté les arts plastiques, qui ne sont, à mon avis, que des expressions mineures de toute la vitalité de l'humanité.